avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est en édition spéciale avec vous pour parler des conséquences de ce couvre-feu à 21h dans 8 grandes villes de France: Toulouse, Marseille, Aix, Grenoble, Lille, Rouen, Paris, enfin l'Île-de-France, Montpellier, Lyon. Bref, beaucoup de ces villes vont être contraintes à un couvre-feu à 21h jusqu'à 6h le matin. Donc beaucoup de professions vont être impactées. On en parle on aura Michel Saran en ligne avec nous. On aura également quelqu'un qui représente les VTC. On aura un policier. Et puis on a Sophie de Menton avec nous en ligne. Bonjour Sophie. Non, Sophie n'est pas là. Alors, oui. Alors Gilles, il y a eu des tweets durant la soirée. Il y a eu des choses assez drôles. Il y a Paul Aveline sur Twitter qui nous a dit: qu'est-ce que le goûting? C'est la nouvelle mode qui consiste à dîner à 16h. Parce qu'évidemment, durant tout le confinement, enfin durant toute la locution, il y a eu pas mal de tweets. Alors il y a eu aussi également des tweets qui contestaient Emmanuel Macron et sa décision. Il y a Vanessa par exemple qui proposait un couvre-feu entre 6h et 21h, aurait été plus populaire. On voit que Vanessa elle n'a pas trop forcément envie de bosser. Et puis il y a eu, qu'est-ce que j'avais retenu aussi comme tweet, je suis en train de... Oui, il y a eu pas mal de réactions hier, beaucoup de choses drôles, beaucoup d'autres de gens en colère. Jean Terlon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes artisan cuisinier, restaurateur à Longjumeau, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio, vous êtes également vice-président de la branche restauration de l'UMI. Donc, votre état d'esprit ce matin ? Mon état d'esprit, c'est qu'à force de prendre des briques sur la tête, là, c'est vrai que ce matin, moi qui suis un combattant, je suis un peu anesthésié parce que je me retrouve dans une position plus que le cul entre deux chaises. Ouais. Excusez-moi, mais on va être un peu vulgaire parce qu'il commence à nous casser les pieds. Ouais. Parce qu'on est stigmatisé sans arrêt. Il y a toujours une épée de Damoclès depuis le mois de mars au-dessus de la tête des restaurateurs, des bars, des discothèques, des hôtels. En fait, on dirait qu'ils ne savent pas trop quoi faire de nous, puisque évidemment, le problème majeur, c'est de retirer les masques, c'est nous quand on mange et quand on boit. Ouais. Et qu'il est très difficile de faire appliquer des gestes simples aux consommateurs. C'est-à-dire, c'est vrai que si aujourd'hui les consommateurs dans les restaurants, je parle pas des bars parce que là on est debout, c'est encore plus compliqué. Et dans les restaurants, c'est vrai que les gens, ils le mettent en arrivant, ils le mettent le plus possible quand ils se déplacent un petit peu. Et puis majoritairement, ils l'enlèvent les 3/4 du temps dans le restaurant. Ouais. Mais c'est là aujourd'hui, hier, on a une annonce hallucinante quelque part dans le sens où on n'est pas confiné, mais on est obligé d'être confiné parce que comment est-ce qu'on peut faire? Depuis hier, je réfléchis. Est-ce que les Français sont prêts à venir passer à table à 19h et s'en aller à 20h30? C'est ça le problème. Alors en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, ils ont l'habitude effectivement de dîner beaucoup plus tôt. Mais on nous met dans une position où finalement on va être dans l'obligation de fermer. J'entendais la personne qui s'occupe des théâtres, oui, mais après le théâtre, ils allaient manger avant. Les gens maintenant ils ne diront plus. Ouais. Donc on est tous liés de toute façon dans tout ce qui est festif, on est tous liés dans un foutoir redoutable, alors que quand même majoritairement c'est quand même pas chez nous que se posent les problèmes. Ouais. La majorité des contaminations sont faites dans des regroupements familiaux, dans des mariages, dans des soirées privées. Nous, se laver les mains, porter les masques, ça se fait. Majoritairement, ça se passe très bien. On arrive à appliquer les règles. Les gens comprennent qu'il y a des choses à faire. Et puis, à force de vouloir être libre, sauf qu'aujourd'hui, là, on se retrouve dans une situation. On nous laisse. Je crois que c'est pire que les autres fois. Les autres fois, on nous confine. Bon, très bien. On nous interdit de travailler à 22h. Bon, on fait avec. Là, 22h, c'est vrai que ça aurait quand même être une heure un peu plus intelligente. Ouais. Parce que là, 21h, dans la pratique des consommateurs français, c'est totalement impossible. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement ? Concrètement, voilà, c'est le problème, c'est qu'est-ce que je fais ce matin en arrivant ? Qu'est-ce que je fais ? J'avais des cassoulets à cuire, donc j'ai dit j'en cuire moins. Ça, c'est la première des choses. Parce que finalement, on se retrouve, on a encore une fois de plus 3 jours pour s'adapter à la situation. Ça, on commence à être habitué. Mais comme c'est un métier où il faut s'adapter, on continue à s'adapter. Mais aujourd'hui, concrètement, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Soit il faudrait que l'État ait mis une communication redoutable en disant on va aller au restaurant plus tôt. Ouais. Donc, mais aller au restaurant plus tôt, ça veut dire à quelle heure les gens finissent leur travail? En général, les gens ils peuvent venir entre 20h et 20h30, 21h. À Paris, c'est encore plus tard. Mais ici, c'est entre 19h30 et 20h30. Donc on n'a pas de solution. Ils nous mettent dans une situation
on va être dans l'obligation économiquement, d'ailleurs le président l'a dit, il a dit si économiquement ça tient pas, ils vont être obligés de fermer. Bah ouais. Parce que quand même, moi je voudrais quand même pousser un grand coup de gueule. J'en ai assez d'entendre qu'on est aidé. On n'a rien comme aide. On a juste, la seule aide que l'État paye, c'est les charges, c'est les salaires de nos employés en chômage partiel. Ouais. En plus, hier, il n'a rien inventé parce que ça existe déjà jusqu'à la fin décembre. Il n'y a rien de nouveau sous le tapis. Deuxièmement, alors, il n'a pas dit qu'il aiderait les restaurateurs à payer les loyers, enfin qu'il y aurait des aides supplémentaires hier? Mais non, il n'y a rien. Depuis le début, il n'y a rien. Il y a une aide. On a perçu, quand on était complètement fermé en confinement, on pouvait percevoir 1 500 € maximum sur le fonds de solidarité. On l'a perçu pendant 2-3 mois. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas d'augmenter le fonds de solidarité. D'ailleurs, on est à 1 500 jusqu'à 10 000 €. C'est les critères. Les critères aujourd'hui, il faut faire moins de 50% de chiffre d'affaires. Or, on a tous rouvert et on a tous fait plus de 50% de chiffre d'affaires, heureusement d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent annoncer d'augmenter la somme qui peut être aidée pour aider les professionnels. Mais le problème, c'est le critère. C'est toujours le même problème. Ça a été la même chose avec la région. Madame Pécresse, elle nous explique qu'elle va aider au plus des 1 500. Il a fallu se battre pour expliquer que la région, elle ne versait le complément des 1 500 € qu'à condition que vous n'ayez pas un prêt garanti par l'État. Et ça, c'est pareil. Les politiques, c'est insupportable de les entendre dire que le prêt garanti par l'État est une aide. C'est un crédit qu'il va falloir rembourser. Et on peut le reporter d'1 an, mais à un moment donné, il va falloir payer. À un moment donné, il va falloir payer. Aujourd'hui, on nous interdit de bosser. Le midi, on a le télétravail qui plombe les restaurateurs. Déjà, le soir, on ne va plus pouvoir travailler et toutes les charges qui avaient été bloquées reviennent. L'électricité, le gaz et tout le reste reviennent. Donc tout a été mis en stand-by et aujourd'hui, il faut payer. Mais si on nous interdit indirectement de bosser, comment on va payer ça ? Ouais, alors c'est incroyable. Et il va y avoir pas mal de fermetures de bars, de restaurants. Il y a eu 130 000 suppressions de postes. On pense aussi aux maîtres d'hôtel qui ont manifesté hier, auxquels on ne pense pas dans les cocktails, les réceptions, les foires. Tout ça sont des gens qui aujourd'hui n'ont aucune aide. Merci Jean d'être intervenu. Merci Jean Terlon, donc restaurateur à Longjumeau. On a retrouvé Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes présidente du mouvement éthique et vous êtes à l'initiative de la journée J'aime ma boîte qui est aujourd'hui. Alors, notre boîte, on va vraiment l'aimer parce que je ne sais pas si vous avez vu, beaucoup de gens disent métro, boulot, dodo. On a mis un couvre-feu, donc on ne pourra plus se divertir, on ne pourra plus sortir, on ne pourra plus aller au restaurant. En revanche, le boulot, c'est pas supprimé. Vous comprenez qu'on va peut-être avoir du mal à aimer notre boîte ? Alors, d'abord, le slogan cette année est Bonne fête Sud Radio, parce que Sud Radio, c'est une magnifique boîte, absolument. Et partenaire de J'aime ma boîte. Et le slogan cette année, c'est J'aime ma boîte et je me bats pour elle. Et franchement, quand on écoute et quand on entend le restaurateur que vous aviez là en ligne, il se bat toute la journée. Et c'est vrai que jamais on se bat pour nos boîtes, y compris dans les grandes boîtes, y compris les gens en télétravail, etc. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra le faire encore plus, parce que c'est la première fois quand même que le président de la République dit travailler. On est là en France, on n'ose pas prononcer ce mot. Il faut bosser plus en ce moment. Même ceux qui ont la chance d'être dans une entreprise. Mais bosser plus quand il n'y a pas de boulot, Sophie. Vous entendez ce que les gens vont vous répondre. J'entends. Non, mais attendez, s'il y a du boulot, heureusement. Les maîtres d'hôtel n'ont pas de radio, n'ont pas de boulot. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis. Oui. Il y a des secteurs sinistrés. C'est désespérant et c'est pour eux qu'il faut bosser plus. Un exemple, tiens, les restaurants. On est là, les gens disent « Ah ben oui, je suis en télétravail ». C'est dramatique pour les restaurants, le télétravail. Donc ce que je veux dire, c'est que chacun, et moi j'ai bien aimé le fait que pour une fois, on responsabilise les gens. Il faut chacun d'entre nous réfléchisse à la façon dont on consomme, à la façon dont on travaille, à la chance qu'on a de pouvoir bosser. Je voyais, c'est sympa, il y a des gens qui incitent, il y avait des tas de remontées sur LinkedIn, sur Twitter, etc. pour J'aime ma boîte. Les restaurateurs qui font tout pour attirer les clients, j'en vois qui ont instauré des goûters maintenant. Il n'y a plus des dîners, il y a des goûters. Bon, c'est un moment terrible. Alors, on a aussi, il faut quand même le dire, un président de la République qui est complètement déchiré. Là, c'est même plus dur. En même temps, il est écartelé entre protéger les Français du virus. On lui attribue quand même cette nécessaire protection et protéger l'économie. Franchement, il y a de quoi danser d'un pied sur l'autre. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait. Hein.
Bah oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, je ne sais pas. Et alors les entreprises, comment est-ce qu'elles vont faire? Tout à l'heure, on va avoir le secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés VTC. Il y a énormément, et tout à l'heure on entendait dans le zapping Guy Savoie qui évoquait non seulement le restaurant qui va trinquer, mais si je puis dire, mais aussi toute la chaîne derrière, les petits artisans, les fournisseurs. Enfin, c'est une catastrophe économique. Alors, d'abord, on n'en est pas à la catastrophe économique, on croise les doigts. Deuxièmement, c'est momentané, avec un peu de chance, si ça va beaucoup mieux. C'est maximum un mois, avec un peu de chance, ce sera avant. J'essaie d'être un peu optimiste, parce que oui, à vous écouter, on a tous envie de désespérer, et moi aussi. Oui, c'est désespérant de même pas pouvoir avoir des amis chez soi, c'est une aliénation incroyable, et je trouve ça difficile. Mais quel choix a-t-on pour éviter la propagation de ce virus? Moi, personnellement, je trouve qu'on en fait beaucoup aussi. Je pense qu'il y a des vrais défauts. On aurait dû mettre de l'argent sur les hôpitaux, même former des brancardiers. Moi, j'ai vu des médecins qui me disent « je brancarde aux urgences ». Former des brancardiers, ça prend pas... on avait 3 mois depuis le mois de mars pour déverser de l'argent, augmenter les lits. Voilà. Bon, ça, on en reparlera à 11h. En tout cas, le coup de fil de ce matin, c'était pour dire ce que vous dites, c'est j'aime ma boîte, c'est la journée des entreprises. Vous vous battez pour les boîtes et c'est important de travailler, c'est sûr, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. Merci Sophie de Menton. Et puis Valérie, je vous en supplie, faites pas comme tous les médias, essayez de nous remonter le moral un peu ce matin, parce que franchement c'est dur. Franchement, je suis d'accord avec vous, ce qu'on a écouté, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, et on a beaucoup de gens qui, je pense que les appels qui vont s'enchaîner vont pas être extrêmement positifs, parce que c'est pas une période qui plaide pour l'optimisme. Merci Sophie de Menton. On a Saya Baroun avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés VTC. La question que je pose à tous mes invités ce matin, votre état d'esprit ce matin après l'annonce de ce couvre-feu à 21h? C'est vrai qu'on va sur un très mauvais chemin là, en ce moment. Je vais donner des chiffres d'affaires en moyenne un peu plus élevés pour avoir des calculs simples. Mais supposez qu'un petit entrepreneur qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, donc c'est du chiffre d'affaires, après il faut enlever toutes les charges, donc ça lui fait 120 000 à l'année. Si vous lui retirez 2 mois de confinement, il restera à 100 000 et il essaiera de se débrouiller avec les 100 000 durant l'année. Mais si vous le bloquez plus de 6 mois, voire 8 mois, il ne s'en sortira pas. Parce que les aides ne viennent pas compenser les pertes finalement. Est-ce que vous êtes aidé? Plus le temps passe, est-ce que les chauffeurs VTC sont aidés? Alors, on ne va pas être de mauvaise foi, mais l'aide n'est pas suffisante. Mais vous êtes aidés. On va faire une réflexion à reculons. Historiquement, le secteur taxi VTC a toujours été, quand il travaillait à 100%, a toujours été en conflit. Il y avait toujours des tensions entre les deux. Donc, même quand on était à un niveau économique à 100%, ça n'allait pas déjà entre les deux. Il y avait un surnombre de chauffeurs, des problèmes avec les plateformes, etc. Alors, vous imaginez bien que quand on travaille à 100%, ça ne va pas. Imaginez si on descend à 60, à 50 ou à 40, c'est la même chose. 0% de travail, ou 10, ou 20, ou 30% d'activité, ou 40%, c'est la même. Parce que déjà, on tenait à un fil. C'était très difficile pour la plupart. Alors bon, maintenant, si vous fermez les restaurants en plus, si vous y ajoutez en plus de pourcentage de restrictions, c'est pareil, ça va à la catastrophe. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Plusieurs chauffeurs VTC autour de nous ont dit que ça allait être... C'était déjà très compliqué depuis la rentrée. Là, il va y avoir effectivement à partir de 21h plus de boulot, alors que beaucoup de chauffeurs nous ont dit qu'ils bossaient la nuit parce que c'était plus simple, qu'on circulait mieux, en particulier à Paris. Non, mais même ceux qui bossaient la nuit, ils faisaient des miettes. Donc c'était des miettes pour tenir. Aujourd'hui, on estime le chiffre d'affaires, que ce soit taxi VTC en moyenne, entre 5 000 et 8 000 euros mensuels. Et le problème, c'est qu'il y a de toute manière plus de 4 000 euros de charges mensuelles qui doivent sortir tous les mois. Donc effectivement, l'État aide de 1 500 euros, mais les 1 500 euros ne couvrent pas les 4 500. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est vous me bloquez 1 mois ou 2, Monsieur le Président, on va pouvoir tenir. Vous me bloquez 3 mois, 4 mois, ça commence à devenir pénible. Il faut couvrir la totalité des charges des entrepreneurs. Sinon, ils vont chuter. Je vous rappelle que le secteur du VTC a été pendant des années un secteur poubelle. On ne va pas se mentir.
tout le monde, on leur disait, dès qu'ils se faisaient licencier, bah, tenez, c'est Pôle emploi, on vous fait une formation, allez faire VTC. Donc aujourd'hui, si ces mêmes VTC-là se bousculent à l'entrée et qu'ils font tous faillite, bah, comment on va tenir? C'était un secteur soi-disant prometteur. Et là vous avez, bah oui, comme beaucoup de secteurs, vous avez les jambes coupées. Il n'y a pas d'autre mot. Merci d'avoir été avec nous, Saya Baroun, donc secrétaire générale du syndicat des chauffeurs privés VTC. On a Michel Saran avec nous en ligne. Michel Saran, bonjour. Bonjour, chef 2 étoiles à Toulouse. Vous avez déjà réagi. On vous a entendu sur différentes antennes hier soir. La nuit, j'imagine, n'a pas été facile. Vous êtes comment ce matin? Abattu, en colère, combatif? Les trois. Ouais. En colère, oui. Abattu, oui, parce que c'est quand même un coup de massue qu'on prend sur la tête. Et il faut se mobiliser, il faut trouver une espèce d'unité professionnelle pour qu'on se fasse tous entendre d'une seule et même voix. Il y a des collectifs, restons ouverts, il y a des syndicats, etc. Ouais. Il faut que tous on se réunisse pour alerter le gouvernement sur la gravité de la situation. Oui, la gravité de la situation, elle est évidente pour vous, restaurateurs. On a eu tout à l'heure un artisan cuisinier restaurateur à Longjumeau. Vous, comment ça se passait à Toulouse depuis la rentrée? Est-ce que les gens étaient revenus au restaurant? Bien sûr que les gens étaient revenus au restaurant parce qu'ils avaient envie. Après le confinement, il ne faut pas oublier qu'on a quand même fermé 2-3 mois pour certains, ce qui est mon cas. Donc déjà, nous notre économie, elle a pris un terrible coup. Mais après, les clients avaient envie de venir dans nos restaurants. En plus, il ne faut pas oublier qu'on nous a imposé un premier protocole que l'on a appliqué de façon rigoureuse. Puis un deuxième, d'ailleurs, quelle ironie quand le président nous remercie pour avoir mis en place ces règles et puis pour nous dire derrière et on va fermer. Donc les clients étaient là, se sentaient en sécurité parce que je persiste à dire, alors je parle de la restauration gastronomique que je connais plus que les autres, la distanciation elle est, le protocole il y est. Alors certes pour manger les gens enlèvent leur masque, mais en fait on n'est pas devant eux, voilà. Donc moi j'ai toujours du mal à croire que le virus se développe davantage et que se propage davantage que dans des endroits comme des endroits qui rassemblent beaucoup de monde comme les centres commerciaux, les transports en commun, les facultés et autres. J'incrimine personne, hein, c'est pas ça, et on est bien conscient de la gravité. Mais vous avez un sentiment d'injustice ? Mais complètement. On est au pilori. Une fois de plus, on stigmatise notre profession jusqu'à la faire mourir. Et ce que je trouve en plus extrêmement vicieux, c'est que c'est pas une fermeture administrative qui peut nous permettre de nous retourner contre les assurances et autres pour bénéficier de quelque chose. Là, c'est un couvre-feu à 9h, donc si vous fermez, c'est vous qui prenez la décision et vous vous tuez tout seul. Et là, mais à part que moi, à 9h, j'ai servi l'apéritif, c'est tout. Hein, et je ne vais pas dire à mes clients, venez à 5h, comme ça, je pourrais vous faire la même prestation. Donc c'est complètement ridicule. Ça, vous n'y croyez pas. Notre restaurateur tout à l'heure évoquait éventuellement le fait que les gens puissent venir plus tôt, mais on n'est pas effectivement comme dans les pays du Nord où on peut dîner à 19h. C'est pas du tout notre mentalité. Et vous le dites, à Toulouse en particulier, on prend l'apéro et on dîne tard. Donc, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? Parce qu'il y a un problème économique. C'est-à-dire que assurer le service le midi, c'est une chose. Il va vous manquer un service le soir. Donc, économiquement, est-ce que ça va être rentable pour les restaurateurs? Ah mais bien sûr que non. Non seulement c'est pas rentable. Alors déjà et pour certains avec la distanciation c'était pas rentable. En ce qui me concerne, faire sauter le service du soir, c'est pas le même que le service du midi. Parce que du midi on a des formules qui sont attractives pour être concurrentiel par rapport à l'activité professionnelle, etc. Le soir c'est 60 à 65% de mon chiffre d'affaires. Donc si j'ampute ça avec ce qui reste, je ne suis pas sûr que mon affaire soit rentable. Je suis quasiment sûr, et on est en train de regarder ça de près, que je perds de l'argent si je suis ouvert que le midi. Alors, rester ouvert pour perdre de l'argent, sachant qu'on a déjà perdu 3 mois, quel intérêt? Quel intérêt? Mais ça veut dire quoi? C'est une mort annoncée?
Certainement. Alors c'est quand même un comble, le pays de la gastronomie qui est un des fleurons de la culture que tout le monde loue quand ça les arrange. Mais de notre côté, on nous amène au cimetière. Merci beaucoup Michel Saran d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Vous avez les amitiés de certains de nos auditeurs qui vous disent bonjour du Sud-Ouest, chef Saran, toutes mes amitiés et soutiens. Effectivement, on a pas mal de réactions. Les gens sont attachés à leur restaurant et c'est vrai que vous avez joué le jeu, vous avez respecté toutes les règles qui vous avaient été imposées et on comprend que vous le ressentiez comme une injustice. Merci à vous, merci Michel Saran. Bonne journée. On est en ligne avec à présent Rudy Mana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental pour les Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Oui. Question, comment allez-vous faire appliquer ce couvre-feu ? Est-ce que vous avez reçu des instructions déjà ? Pour l'instant, on n'a pas reçu d'instruction parce que le Premier ministre n'a pas pris la parole pour expliquer exactement la nature de ce couvre-feu, même si on sait qu'entre 21h et 6h du matin, on ne pourra pas circuler sur la voie publique. Aujourd'hui, quelle est la situation de la police ? En tout cas, la police marseillaise, celle que je connais, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs pour répondre aux missions des appels d'urgence de nos concitoyens. Donc imaginez si on rajoute un couvre-feu là-dessus où on doit toute la nuit regarder si des gens circulent sur les rues, dans les rues marseillaises. Donc si on nous demande de le faire, nous sommes des policiers républicains, bien évidemment que nous le ferons, puisque la police doit assurer toutes les difficultés dans cette tâche, mais il faut bien comprendre que ça sera au détriment d'autres missions. Oui, mais au détriment d'autres missions. Mais ça veut dire vous n'avez déjà pas les moyens, je redis ce que vous venez de dire, vous n'avez pas les moyens d'intervenir quand on vous appelle pour toutes les urgences. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez avoir des consignes très précises de privilégier la verbalisation des gens qui se trouveraient dans la rue après 21h ? On attendra de voir les consignes. Il est évident qu'au tout début, le préfet de police nous demandera d'être vigilant là-dessus et de faire des opérations là-dessus. C'est la logique, c'est comme ça que ça se passe. On montre que la police est là, il n'y a pas de difficulté, ça on l'entend. Mais il faut bien comprendre, c'est 4 semaines. Pendant 4 semaines, il va falloir que la police gère ça la nuit. Mais à Marseille, on a 3 ou 4 équipages qui circulent la nuit pour 870 000 habitants, avec 1600 appels 17 par jour. Vous imaginez les difficultés pour les 4 patrouilles marseillaises de faire appliquer cette note-là et cette consigne-là du président de la République. Bon, de toute façon, il a très bien compris hier, puisque dans son discours, il a dit « je n'ai pas la responsabilité des Français ». Il n'est pas fou non plus. Il a compris que la police ne pouvait pas gérer ce genre de méfaits. Alors peut-être qu'à Paris, il y a un nombre de policiers suffisant, mais en tout cas, non plus. Bon, mais voilà. Alors nous, pour Marseille, je peux vous dire que c'est quasi impossible à mettre en application. On fera de notre mieux une nouvelle fois, mais on ne pourra pas faire l'impossible. Oui, vous ne pourrez pas faire l'impossible. Et s'il n'y a pas la peur du gendarme, la peur du policier, en l'occurrence, les gens ne respecteront pas. Vous pensez qu'ils vont respecter à Marseille ce couvre-feu ? Alors écoutez, vous savez, on fait souvent passer les Marseillais pour vulgairement parlant, des grandes gueules mais la première partie du confinement qui s'est passée en mars-avril, ça s'est plutôt très bien passé. Donc on espère qu'on aura un civisme de la population, parce que je peux comprendre, moi, pour des mesures sanitaires comme pas ça, c'est pas ce qui nous choque. Ce qui nous choque aujourd'hui, c'est qu'on nous rajoute des missions sur des centaines de missions qu'on a tous les jours. Et la difficulté de l'application, elle est clairement établie, ça sera très compliqué. Merci d'être intervenu ce matin, Rudy Mana, sur Sud Radio. Gilles, quelques tweets qu'on a pu relever concernant ce confinement, celui de Patrick Chêne à l'instant qui soutient. Enfin non, c'était à l'instant. Oui, c'était à l'instant. Patrick Chêne, qui, vous savez, Patrick Chêne, l'ancien journaliste sportif qui est reconverti en. Il a racheté un vignoble. Et il dit, en effet, ce que disait tout à l'heure d'ailleurs le grand chef Guy Savoie, c'est il faut penser aussi à ceux qui fournissent le vin, qui fournissent les légumes, qui fournissent évidemment les restaurants, et pour eux c'est évidemment une catastrophe. Donc il dit solidarité avec les restaurateurs évidemment, mais songez aussi que les domaines viticoles voient à nouveau leurs commandes s'annuler. On nous propose des reports de charges, des prêts, mais il va bien falloir payer un jour. Avec quelle recette? C'est une bonne question. D'autres tweets, Gilles? Oui, d'autres tweets. Alors on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens aussi qui parlent sur Twitter du nouveau nom de Stop Covid, qui va s'appeler Tous Anti-Covid. Donc beaucoup ironisent, et puis certains se demandent mais combien ils
se sont mis autour de la table pour décider de passer de stop Covid à tous anti-Covid. Et puis, évidemment, beaucoup de gens font, vous savez, les initiales, ça donne TAC. Donc, tac, le gouvernement. Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Gabriel Attal qui tacle en revanche la France insoumise en disant il y a ceux qui cherchent à faire baisser le nombre de contaminés en prenant leurs responsabilités et ceux qui cherchent à faire monter leur nombre de likes en racontant n'importe quoi. Xavier Alberti qui écrit si nous mettions autant d'énergie à combattre le virus que nous mettons à contester les mesures susceptibles de le combattre, nous l'aurions déjà vaincu. C'est vrai que ce sont les gens qui râlent, qui s'expriment. Il y a un sondage sur lequel on va revenir qui dit que 73% des Français sont favorables à ces mesures. C'est pour ça que je vous ai mis 2 tweets qui allaient un peu à contre-courant. Il y a Sarah Legrain qui est prof, qui dit France Insoumise et qui dit pour donc j'ai le droit de me lever à 6h du matin pour prendre le RER, le bus et puis donner des cours à 30 élèves masqués dans des salles de classe mal aérées et mal désinfectées, mais en revanche je ne peux pas recevoir 2 amis chez moi. Voilà comment elle Thomas VDB, vous savez, qui est très drôle. Je propose des journées inversées. On se lève à 6h, on fait la fête, ou on va au spectacle, ou on boit des coups et on dîne jusque vers 8h30 et après on va bosser en commençant mollo à cause du coup de barre de la fin de la journée à 20h, petit déjeuner et au lit. Voilà, donc il inverse tout. Bon, il y a de l'humour et il faut aussi avoir un petit peu d'humour. Voilà, merci. Et puis demain, on parlera avec nos journalistes si finalement la télé se frotte pas les mains. Il y a eu un tweet du patron de TF1 qui a mis le programme. Voici votre programme pour votre premier jour de soirée, de confinement. C'est un peu cynique. Merci à vous, Gilles, pour la préparation de cette émission. Merci à Julia Truffaut également, parce qu'on a un peu fait ça dans l'urgence hier soir. Et on se retrouve dans un tout petit instant. On va continuer à parler de ce confinement. Évidemment, on vous attend 0826 300 300 avec vous sur Sud Radio.